Gouvernance d'entreprise, suffisance et insuffisance. Bonjour Pierre Allanche. Bonjour. Pierre Allanche, vous êtes ancien administrateur salarié du groupe Renault. Voilà. Oui. Évidemment, un contexte, depuis l'arrestation de Carlos Ghosn, un peu particulier. Je sais que vous ne souhaitez pas vous exprimer sur cette question. Vous dites non. Je n'ai pas vécu ces années-là, donc ça ne sert à rien. Mais vous avez quand même forcément, vous ne pouvez pas être insensible à ce qui se passe et nous aider à décrypter un peu ce qui c'est peut-être comment ça aurait pu se passer autrement, peut-être. Peut-être. Bien sûr, la situation de Renault m'intéresse. Je l'ai suivie depuis que j'ai quitté Renault. Je la suivais avant, mais je l'ai suivie encore quand j'ai quitté Renault. Et les événements qui frappent Renault m'aident à réfléchir sur ce que j'ai pu vivre comme membre du conseil d'administration de Renault. Et quand je vois la situation d'aujourd'hui, je me dis, il y a peut-être un péché originel. C'est-à-dire, je me rappelle quand il était question que Ghosn revienne de chez Nissan pour réintégrer Renault et prendre la direction de Renault et la succession de Schweitzer, nous avions demandé, les administrateurs salariés, à ce que nous rencontrions Ghosn et qu'il nous explique quel était son projet pour Renault, qu'est-ce qu'il voulait faire de Renault. Et Schweitzer nous avait dit, vous savez, c'est quand même quelque chose qui serait sans doute très bien, mais c'est pas trop dans les habitudes des conseils d'administration, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et ça ne s'est pas fait. Donc j'ai quitté Renault avant que le conseil d'administration ait à se prononcer, mais ensuite j'ai pu voir la façon dont Ghosn présentait sa stratégie, en particulier ses plans, et j'ai pu voir la différence qu'il y avait avec la période de Schweitzer. Et donc, quand Louis Schweitzer parlait de Renault, il donnait une vision avant de parler de ce que serait la production, le nombre de modèles, les chiffres. Quand Ghosn présentait son plan, il présentait le nombre de voitures, le taux de marge opérationnelle et les bénéfices que ferait Renault. Ce qui fait que j'ai toujours pensé que je ne savais pas où menait Ghosn. Et pour schématiser, je disais, si j'avais eu à voter, j'aurais eu à voter pour Ghosn, j'aurais bien voté pour lui comme directeur général, mais j'aurais été très gêné pour voter pour lui comme président de Renault, parce que je ne voyais pas quelle était sa vision pour l'entreprise. Un autre point, c'est la question de la transparence de la rémunération. Ça a été maltraité chez Renault. Alors ça a été maltraité, C'est pas nouveau, c'est sur la place publique. Oui, tout à fait. Y compris une assemblée générale qui vote contre et un conseil d'administration qui... Enfin voilà. Oui. Ben la transparence sur les rémunérations, ça a été une longue conquête, parce qu'au tout début, où j'étais au conseil d'administration, on votait quand même le salaire du président ou directeur général sans le connaître. On nous disait le comité des rémunérations s'est réuni, il a pris sa décision, et donc vous êtes appelé à voter le rapport du comité. Mais dans ce rapport du comité, il n'y avait pas la rémunération. J'avais trouvé ça un peu surprenant. Et quand on m'a dit, mais si vous voulez, vous pouvez venir dans les bureaux consulter le compte-rendu du comité des rémunérations. Alors, je n'y suis pas allé, mais l'année suivante, j'ai dit que j'irais le voir avant que se tienne la réunion. Et là, on nous a quand même dit en conseil d'administration quelle était la rémunération qui était prévue. Donc vous voyez que la conquête de la transparence, c'est quand même un débat permanent. Mais là où j'ai eu aussi, pendant mon expérience, au moment où a été créé RNBV, dont on parle beaucoup, donc Renault-Nissan, donc la société de droit néerlandais qui gérait la stratégie de l'Alliance Renault, avait beaucoup intrigué les observateurs. Et
nombreux étaient ceux qui, à l'extérieur, ne comprenaient pas quel était le rôle de cette structure. Et je me rappelle que Colette Neuville, qu'on m'avait présenté comme la passionnariat des actionnaires minoritaires, m'avait téléphoné un jour pour avoir quelques explications sur RNBV. Et je les lui ai données. Et puis avant de me quitter, elle me dit « Mais est-ce que vous savez ce qu'ils ont prévu comme rémunération pour les gens de RNBV ?» Alors je dis « Non, mais elle me dit « Vous devriez vous intéresser parce que ça m'étonnerait qu'ils s'en soient pas mis une louche. » Et donc, à la réunion suivante du conseil d'administration, j'ai demandé ce qui était prévu. On m'a expliqué qu'effectivement, il y avait un intéressement croisé en l'équivalent des stock options. Les gens de Nissan touchant des stock options de Renault, les gens de Renault des stock options de Nissan, de façon à ce que les dirigeants soient mutuellement intéressés au succès du partenaire. Et j'ai vérifié récemment, dans le cadre d'un article, que ces informations sur la rémunération croisée étaient bien reportées dans le rapport d'activité de Renault en 2002, 2003, 2004, 2005. En 2006, donc juste après l'arrivée de Ghosn, c'était toujours mentionné, mais il n'y avait plus de chiffres. Et puis en 2013 ou 2014, ça a complètement disparu du rapport. Donc vous voyez, la transparence est vraiment un gros problème dans les sociétés encore. Bien sûr. Tous ces épisodes, finalement, ça a réveillé chez vous des questions liées au compte-rendu aussi, hein, enfin, à la façon de rendre compte, aux dynamiques de reddition de comptes, dans la façon dont on exerce son mandat. Oui, mais avant ce point, ça m'a fait penser à un article qu'avait écrit Pierre-Yves Gomez dans Le Monde sur la schizophrénie. Parce qu'au début de l'actionnariat salarié, on avait beaucoup parlé de schizophrénie du salarié. Et j'avais fait un petit calcul et je me disais vraiment, pour que l'augmentation de salaire mette en cause l'intéressement peut avoir l'actionnaire salarié, il faudrait au moins qu'il ait plusieurs dizaines de milliers d'actions. Et effectivement, c'est le nombre d'actions qu'ont les dirigeants avec les stock options. Et Pierre-Yves Gomez disait, est-ce qu'un jour, il n'y aura pas un problème de conflit entre la gestion de la rémunération du dirigeant, de sa propre rémunération par le dirigeant, et avec un risque de conflit avec son rôle de dirigeant de l'entreprise. Et je pense qu'on n'est pas très loin de ces problèmes-là aujourd'hui. Ils sont relativement bien documentés maintenant, oui. Effectivement. Et donc, sur ce rendu de compte ? Sur ce rendu de compte, je crois qu'on vit aujourd'hui, avec les Gilets jaunes et autres, toute une réflexion sur qu'est-ce qu'un représentant ? Puisqu'on ne veut plus de représentants parce qu'on ne fait pas confiance aux représentants. Et je sais que quand j'ai été élu au conseil d'administration, la première rencontre au coin d'une table comme aujourd'hui avec Louis Schweizer, il me dit, je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Alors j'ai dit, bon, mais j'espère arriver à mieux faire comprendre à l'intérieur de l'entreprise ce qui se passe, les enjeux, etc. Et je vais m'efforcer de rendre compte. Là, tout de suite, l'objection, c'est les problèmes de confidentialité. Et donc, comment un représentant pourrait être élu sur la base d'une campagne électorale, ne plus rien dire pendant 6 ans et être un représentant? Et puis ensuite, quelle est la contradiction aussi? L'Assemblée générale des actionnaires vote le quitus à ses administrateurs, alors que les administrateurs, pendant toute la mandature, n'ont jamais rien dit, ni aux actionnaires, ni à personne. Donc il y a un vrai problème sur la représentation, effectivement, qui est difficile à régler, parce qu'il ne s'agit pas d'aller au conseil d'administration pour être porteur d'un mandat impératif. Il y a bien un travail de co-construction de la stratégie de l'entreprise. Il faut forcément évoluer, il faut forcément prendre en compte le point de vue de l'autre. Et ce travail, sur cette réflexion sur ce que doit être un représentant et sur le compte-rendu qu'il doit faire
de son mandat de représentant est effectivement un sujet extrêmement important à creuser dans les années à venir si on ne veut pas dévaloriser ou dénaturer complètement la fonction du représentant. Une présomption d'innocence, évidemment, pour Carlos Ghosn. Et dans le cas de Renault, on n'est plus au stade de la présomption, mais une quasi-certitude de défaillance, en revanche, dans les organes de gouvernance. Ça, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire sur d'autres supports, et nous en avions débattu. Oui. Merci Pierre Allanche.